Les manifestations de Jean Kellavoine. Il y avait, en 1935, à Versailles, un directeur d'école qui s'appelait Kellavoine, dont la femme, institutrice également, enseignait dans le même établissement que lui. Ils avaient un petit garçon de 12 ans, Jean, enfant affectueux, sensible, rieur et d'une intelligence exceptionnelle. Or, au mois de septembre, alors que toute la famille passait des vacances à la Bourboule, le petit Jean mourut subitement. On ramena son corps à Versailles pour l'enterrer, et M. et Mme Kellavoine, écrasés de chagrin, reprirent leur travail à l'école. Mais bientôt, dans l'appartement qu'ils occupaient au-dessus des classes, des phénomènes troublants, inexplicables se produisent. Et les Kellavoine, pourtant rationalistes, matérialistes convaincus et profondément athées, ont peu à peu la sensation d'une présence autour d'eux. Une présence insistante, ingénieuse et tendre, qui se manifeste par des centaines de petits faits. Un après-midi de l'hiver 1935-1936, à 4 heures, Madame Kellavoine, sa classe terminée, remonte chez elle. Dans le petit vestibule, en passant près du porte-manteau, elle caresse le par-dessus du petit Jean qui est resté pendu là. Et elle a un instant de défaillance. Des larmes lui montent aux yeux et elle murmure. « Jean, mon petit Jean, où es-tu » Elle entend alors un bruit provenant de la salle à manger. Sachant que l'appartement est vide, elle pousse la porte, un peu inquiète, et voit cette chose stupéfiante. L'une des tulipes du lustre fixées au-dessus de la table décrit une parabole dans l'espace et se pose sur le plancher, à 2 mètres de son point d'attache, juste au pied d'un fauteuil sur lequel se trouve un agrandissement photographique du petit Jean. Fauteuil dans lequel l'enfant avait d'ailleurs l'habitude de s'installer pour lire. Bouleversée, Madame Kellavoine appelle son mari. Celui-ci accourt, ramasse la tulipe de verre et constate que celle-ci a laissé une empreinte dans l'encaustique du parquet, comme si elle avait été brûlante. Ne voulant pas effrayer sa femme, il se contente de dire « Cette tulipe a dû se dévisser et un courant d'air l'aura projetée près du fauteuil. » Mais quand il veut remettre la tulipe en place, il s'aperçoit avec stupéfaction que les 3 vis qui la maintiennent au lustre étaient restées bloquées. Pour la fixer de nouveau, il est donc obligé de desserrer d'abord les 3 vis. Un autre phénomène se produit quelques semaines plus tard. Un peintre, ami du couple d'instituteurs, apporte à Madame Kellavoine un tableau représentant des fleurs. « Vous l'avez bien souvent vu chez moi, dit-il. Quand vous veniez avec ce pauvre petit Jean, je vous l'offre, vous le mettrez près de son portrait. » Le soir, les parents accrochent le tableau au mur. Ils viennent à peine de le suspendre au piton que des coups secs et répétés retentissent dans la cloison. Monsieur et Madame Kellavoine sont pétrifiés. Les coups redoublent. Machinalement, l'instituteur retire le tableau. Silence. Il replace le tableau, les coups recommencent. L'expérience est répétée plusieurs fois à de longs intervalles avec les mêmes résultats. Finalement, Madame Kellavoine se souvient que Jean n'aimait pas les fleurs du peintre. « Rappelle-toi, dit-elle à son mari, Jean nous disait toujours « ces fleurs n'ont pas d'âme ». Alors, il ne faut pas accrocher ce tableau, dit M. Kellavoine. Au même instant, un dernier coup retentit dans la cloison, sonore, bref, presque joyeux. Comme si, diront plus tard les Kellavoine, l'enfant manifestait sa satisfaction d'avoir été compris. Bientôt, les phénomènes se multiplient. Un jour, au cours d'une réunion familiale, Madame Kellavoine, sa mère et sa sœur poussent un cri en même temps. « Qu'avez-vous » demande M. Kellavoine. Et les 3 femmes répondent ensemble qu'elles viennent d'entendre une voix prononcer à leur oreille « Je suis là ». Une demi-heure après, la pendule à coucou, avec laquelle jouait souvent le petit Jean,
et qui est arrêté depuis sa mort, se met tout à coup à grincer. Tout le monde se retourne, et les Kéllavoine voient les pois qui, l'instant d'avant étaient encore immobiles, bouger lentement. L'un monte, l'autre descend, et bientôt la pendule, mystérieusement remontée, fait entendre son tic-tac. Au cours d'un autre dîner familial, un fait se produit qui bouleverse particulièrement Madame Kéllavoine. On en est au dessert. Des cerises sont sur la table, dans un compotier. Plusieurs convives se servent, mais l'institutrice, qui, depuis la mort de Jean, n'a plus de goût pour aucune douceur, refuse les fruits. Soudain, la petite cousine Madeleine, placée près de son oncle, le père de Jean, s'écrie « Regarde !» Dans le compotier, parmi la poignée de fruits qui reste, une queue de cerise remue lentement de droite à gauche, puis se tourne dans la direction de Madame Kéllavoine. Comme ce mouvement se produit plusieurs fois, la grand-mère très émue finit par dire à sa fille « Prends donc, c'est Jean qui veut que tu la manges. » L'institutrice prend le fruit et éclate en sanglots. Quelque temps après, Madame Kéllavoine se trouve dans un salon. Une dame lui dit « Je crois que vous chantez, madame. » L'institutrice hoche la tête. « Autrefois, dit-elle, je chantais beaucoup avec mon petit Jean, mais maintenant je n'en ai plus ni le goût ni le cœur. » Or, 2 jours plus tard, chez la mère de Madame Kéllavoine, une adolescente, Janine, l'aînée des cousines du petit Jean, fait un devoir de mathématiques. Tout à coup, un grand bruit provenant de la pièce voisine la fait sursauter. Elle pense qu'une étagère de livres a dû s'écrouler. Elle va voir et constate que si l'étagère n'a pas bougé, en revanche, un livre de chant est tombé à terre près du piano. Elle se penche et s'aperçoit que le livre est ouvert à la page précise où se trouve la dernière mélodie étudiée par le petit garçon. Finalement, Madame Kéllavoine, très impressionnée par tous ces phénomènes, accepte un jour de rencontrer des spirites qui, l'ayant écouté avec intérêt, lui conseillent de tenter une expérience d'écriture automatique. « Peut-être votre fils désire-t-il entrer en communication avec vous ?» Le soir, elle prend une feuille, un crayon, et elle attend. Et voilà qu'au bout d'un petit moment, sa main se met à tracer toute seule des lettres dont elle ne comprend pas le sens. H, Y, S, L, O, P. Puis ce curieux mot, Hyslop, est répété et suivi des lettres P, R, E, U, V, E. Preuve. Hyslop, preuve, mais qu'est-ce que cela signifie? Quelques jours après, Madame Kéllavoine revoit les spirites et leur montre ce qu'elle a écrit. « Je ne comprends pas, dit-elle. Cela ne veut rien dire, Hyslop. » Il y a là un écrivain, monsieur André Dumas, qui se consacre depuis longtemps à l'étude des phénomènes paranormaux. Il a écouté avec attention Madame Kéllavoine et s'approche. « Je crois pouvoir vous expliquer votre message, madame, et vous allez constater qu'il est très intéressant. Hyslop, James Hyslop, est le nom d'un professeur américain libre-penseur, matérialiste, qui refusait de croire à l'au-delà. Un jour, son père mourut et le hasard lui fit rencontrer le célèbre médium Mrs. Piper, qui lui proposa d'établir un contact avec le défunt. Hyslop commença par ricaner, puis il accepta. Il eut alors de véritables conversations avec son père qui lui révéla des faits d'ordre familial dont il a pu vérifier l'exactitude. Il obtient donc ainsi des preuves d'identité. Et ce sont des preuves semblables que votre fils a voulu vous donner avec le tableau ou le livre de chant. Son intention n'est pas de vous tourmenter. Il veut simplement vous dire « c'est bien moi » et peut-être vous aider. Madame Kéllavoine rentra chez elle, et dès lors, presque tous les soirs, laissant sa main tracer des mots, elle rédigea, comme sous la dictée, des textes d'une admirable forme et d'une haute spiritualité sur des sujets, comme le Vedanta, auquel non seulement elle ne s'était jamais intéressée,
mais dont elle ignorait tout. Point final. Réponse à l'incrédule. Je vous pose la question rituelle. Où avez-vous trouvé cette histoire ? Dans un livre très sérieux intitulé Mort et Vita, publié par l'historien Robert Aron et le philosophe Gabriel Marcel. Cet ouvrage est un recueil de textes, de documents, de témoignages extrêmement troublants. L'histoire de monsieur et de madame Kelavoine y est rapportée par monsieur André Dumas, qui s'est penché longuement sur ce cas et qui a assisté lui-même à des manifestations extraordinaires dans l'appartement de Versailles. Ne peut-on imaginer que monsieur et madame Kelavoine se trouvaient, à cause de leur chagrin, dans un état émotionnel propice à la transformation de n'importe quel fait en signe ? Je vous rappelle d'une part que ces instituteurs étaient des matérialistes convaincus, et d'autre part que des étrangers, dont M. André Dumas, ont assisté à certains phénomènes. Et quelle est la conclusion de M. André Dumas ? Elle est claire. Il écrit « Dans son ensemble, cette extraordinaire succession de faits spontanés semble impliquer l'activité d'une personnalité spirituelle autonome, utilisant tous les moyens possibles pour multiplier les démonstrations de sa survivance et les preuves de son identité, depuis l'épisode de la tulipe d'éclairage jusqu'à celui du livre de chants. En ce qui concerne l'écriture automatique ou intuitive, Madame Kelavoine n'a-t-elle pas inconsciemment utilisé des éléments d'information enfouis dans sa mémoire ? Elle n'avait jamais entendu parler de James Hislop, elle ne connaissait rien au Vedanta et n'avait aucune attirance pour les problèmes spirituels. Dans ce domaine aussi, on ne peut qu'accumuler des témoignages sans parvenir à la moindre explication. Mais ces témoignages sont extrêmement impressionnants. Je pense à Madame de Jouvenel et à la mère de Pierre Mounier, qui ont toutes deux conversé, semble-t-il, par ce moyen avec leur fils mort. Je pense aussi aux témoignages apportés par Paul Misraki dans son remarquable ouvrage « L'expérience de l'après-vie ». Paul Misraki publie les dialogues qu'un de ses amis a eus avec le mot esprit me gêne toujours, avec quelqu'un qui donne son nom, son ancienne profession, son lieu de travail, l'époque de son décès accidentel, etc. Or, Paul Misraki raconte l'enquête qu'il a effectuée lui-même, enquête au terme de laquelle il a constaté que tout ce qu'avait dit le correspondant invisible était vrai. Et puis, il y a l'extraordinaire témoignage du révérend James Pike, cet évêque américain qui a communiqué pendant des mois avec son fils décédé. Son histoire est d'ailleurs assez proche de celle des Kelavoine. Au début, il observe dans son appartement des phénomènes bizarres, comparables à ceux qu'avaient observés les instituteurs. Des objets sont déplacés, des photos enfouies dans un tiroir sont retrouvées dans un cadre. On a l'impression que quelqu'un veut attirer l'attention, puis se faire reconnaître. C'est ainsi que la secrétaire de l'évêque se réveille un matin avec des cheveux brûlés. Et le révérend Pike se souvient que son fils n'aimait pas les cheveux blonds fadasses de la dame et qu'il avait dit « Un jour, je les lui couperai ». Puis, l'évêque s'aperçoit 3 fois de suite, en rentrant chez lui, que la pendule est arrêtée à 8h19. Cela le trouble, il le note, et le lendemain, il apprend par la police que c'est l'heure à laquelle son fils s'est donné la mort. Et croyez-vous à tous ces phénomènes surnaturels ? J'y crois justement parce que je pense qu'ils ne sont pas surnaturels, et je suis tout à fait d'accord avec Paul Misraki qui décrit « Surnaturel est un mot qui ne signifie rien de précis. Si ceux que nous croyons morts continuent à vivre à leur manière, c'est que ce prolongement de vie leur est naturel. Tout ce qui est fait partie de la nature universelle, et si la survie existe, elle s'inscrit obligatoirement dans l'ensemble des lois qui régissent la nature. Celle-ci ne s'arrête pas aux limites de notre savoir. Est-il encore utile de le préciser ? Faut-il donc croire à la survie ? Je vous dirai simplement que, malgré les millions de manifestations troublantes et inexplicables qui incitent à y croire, et avant que la science ne soit capable de nous en donner une preuve formelle,
La réponse à cette question est une affaire de foi et de choix personnel. Il faut donc attendre ? Oui, il faut attendre. D'ailleurs, si cette survie existe, comme je le crois, nous le saurons tous forcément un jour.